Bonsoir à toutes et à toutes, à tous. Je suis Luca Rotoni, je suis le président du Club Digital and Technology de l'ESSEC. Nous avons le plaisir ce soir d'avoir Jean-Paul Muller qui nous parlera un tout petit peu de l'intelligence artificielle générative, quelles sont les opportunités sur le marché. Le Club Digital, en deux mots, est un ensemble d'une quinzaine de personnes euh, qui sont passionnés, qui travaillent dans les nouvelles technologies. On a Laura ce soir Thériault avec nous, qui fait partie du club et qui met en musique ses conférences pour diffuser un peu le savoir-faire des uns et des autres. Je ne vais pas tarder. Dernière information par rapport au club digital. Prochaine conférence le 27 mars sur le financement de la tech en Europe. On aura un beau panel d'intervenants venant de la BPI, venant du groupe investisseur. Donc, si vous êtes intéressé au thème, n'hésitez pas à vous inscrire 27 mars. Sans plus tarder, je passe la parole à notre invité, Jean-Paul Muller. Merci, Jean-Paul. Merci. Alors, j'espère que tout le monde entend bien à distance. Le micro, c'est pas pour que vous puissiez mieux entendre, parce que c'est pour les personnes qui sont en ligne. Euh, alors, merci d'être là pour le partage. On va parler encore et encore et encore d'IA générative. Après les 8792 sessions qu'il y a eu en 2023 sur le sujet. Alors, je vais essayer du coup de ne pas faire de redite, d'être un petit peu, peut-être un petit peu différent dans le discours et surtout d'avoir un discours vrai. En fait, là, je vais peut-être un peu casser certains mythes, peut-être un peu casser certaines illusions, en tout cas, mais sur la vérité terrain des IA génératives et dans leur usage qu'on peut vraiment faire dans la vraie vie, au-delà de l'aspect waouh, de l'aspect démo. Juste une seconde. Bon, ok, 30 secondes. Sur OnePoint, je suis donc CTO AI de OnePoint. Donc, je suis expert d'IA à la société donc OnePoint, qui est un cabinet de conseil en transformation du numérique, plutôt orienté sur le conseil technologique, les implémentations. Aussi, on a de bout en bout. Je vais faire très rapidement. C'est une société française qui a 3300 collaborateurs implantés un peu partout en France. On a d'autres implantations pardon, dans le monde, en Australie, au Canada principalement. On fait globalement tout ce qui est lié à la transformation numérique des entreprises, du cloud, de l'IA évidemment du coup, mais beaucoup d'autres choses aussi, de l'expérience utilisateur, de la stratégie, etc., etc. Voilà, je ne suis pas là pour faire plus de pub que ça. Si ça vous intéresse, vous regarderez le site de OnePoint. Parlons donc maintenant de l'IA générative. Si je m'en sors avec la petite zapette. Hmm. En fait, je vais reparler de OnePoint. Je sais pas, la zapette, elle veut pas. Non, elle veut pas. Non, définitivement, elle veut pas. Je vais me mettre là. Je sais pas, elle veut pas. Ouais, c'est ça. Ah, c'est toi qui appuies. Ah, ça y est. Yes. Voilà. Donc, je ne vais pas vous représenter ce que c'est l'IA générative, je ne vais pas vous expliquer comment ça marche. Ce n'est pas c'est pas le but du sujet ce soir. On va faire un premier bilan, on va parler utilisation, et après on parlera utilisabilité. Voilà, c'est un peu ça le sujet. Donc, ça fait un an qu'on est avec la GenAI. Il faut savoir qu'on est avec la GenAI grand public depuis un an. Les premiers modèles d'IA générative, c'est des Variational Autoencoder. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ils datent de 2013. Donc, ça fait quand même une bonne dizaine d'années qu'on a la capacité d'avoir des modèles techniques, de la technologie de générer de la donnée et non plus, comme c'est le rôle de l'IA, de donner une information sur une donnée entrante. Donc, la différence entre l'IA dite classique maintenant, s'il faut l'opposer à l'IA générative, c'est que l'IA classique, on lui donne une information, une image, un son, une data tabulaire ou alors des mots, donc du langage, et il va donner une information sur cette entrée. L'IA générative, elle va générer une nouvelle image, générer un nouveau texte, générer un nouveau son.
Et générer aussi des datas tabulaires, mais c'est quand même extrêmement moins avec un effet waouh, parce que si on génère des données, c'est assez compliqué à se rendre compte si les données sont valables, etc. Alors qu'on peut faire une vérification directe avec l'image, le son et le langage. Premier des bilans, il est clair que les IA génératifs sont extrêmement bluffantes. Euh, Est-ce que qui connaît dans la salle? Alors, les Zooms, ne levez pas la main, c'est pas la peine, je ne vous verrai pas. Mais par main levée, qui connaît Sora? Hein, quand même. Donc, Sora, c'est le dernier modèle d'OpenAI qui est en mode texte to vidéo et qui génère ce genre de choses. Donc, l'ensemble de la vidéo, alors ça lag un peu parce que je pense que c'est le Bluetooth, hein, donc c'est très fluide. Donc, l'ensemble de la séquence des images à environ 30 images secondes a été généré par une intelligence artificielle, c'est-à-dire from scratch, depuis la description un peu générique de je voudrais une scène prise en mode drone d'un couple qui se tient la main dans un environnement asiatique, etc. Voilà, c'est à peu près ça le genre de texte. Et puis derrière, l'IA va générer ce type de vidéo. Il y a d'autres choses qui sont assez intéressantes. Alors, c'est moi qui ai fait une connerie. Yes, pardon. J'ai pas appuyé sur le bon bouton. Ça, c'est assez moins connu. C'est assez moins connu. Ça a fait sauter les polices de caractère. Alors, je suis désolé, du coup, si c'est pas très bien aligné, c'est parce que dans la copie, il y a eu un problème de chaîne de caractère. Ça date de l'année dernière. Motion Brush, c'est Runway qui s'occupe de ça. C'est assez bluffant. C'est-à-dire qu'on va prendre une image statique et on va demander à une IA d'animer une zone uniquement. Et de prendre le parti de dire, voilà, bah, si ça devait bouger, comment ça pourrait être sur des toutes petites séquences, ce qui donne finalement des effets assez impressionnants sur de l'animation locale. Donc ça, c'est pareil. On en est là aujourd'hui sur les capacités d'IA générative au niveau de la vidéo. De demander à un modèle de faire la projection de ce qui serait vraisemblable si l'image devait bouger. Voilà. Donc ça, c'est Runway, c'est ceux qui sont derrière, enfin avec Stable Diffusion, donc un des grands modèles d'IA générative d'image, qui a sorti un modèle, ça, parce que maintenant, c'est pas Coming Soon, il est sorti, qui s'appelle Gen 2, et qui permet de faire ce genre de choses. Pour ceux qui ont vu Sora, vous avez probablement vu 7 vidéos de Sora, qui est quand même une des vidéos les plus bluffantes en termes de consistance, c'est-à-dire de cohérence globale entre les différentes frames de l'image. C'est ça qui rend l'exercice compliqué dans la génération d'une vidéo. Et donc cette vidéo, encore une fois, c'est du Sora, euh, va permettre, vous allez voir à la fin, d'aller encore plus loin avec un modèle qui est sorti la semaine dernière, qui va permettre d'animer des images qui ont déjà été générées par une IA. Donc là, alors je vous invite à bien regarder le blouson, c'est un peu tard, de la dame et sa robe, parce qu'en fait, même s'il y a de la consistance, ce genre de modèle fait des erreurs. Et si on regarde bien, il y a énormément d'incohérences, même si ça paraît extrêmement cohérent. Vous allez voir à la fin, elle a ici des motifs qu'elle n'avait pas avant. Le découpe du manteau n'est pas du tout le même, et elle a plus de sac. Ça paraît bête, mais rien qu'en regardant un petit peu, il y a encore des problèmes de cohérence. Par contre, ce modèle-là, il est vraiment, vraiment impressionnant. C'est la capacité de prendre n'importe quelle image avec un visage, de mettre une bande son avec de la voix, et on a la voix, et d'animer ce visage qui est statique, pour lequel on n'a qu'une seule vue, dans ce que pourrait être ce visage qui chante. Donc en fait, le modèle projette la forme de la bouche, les mimiques au niveau des sourcils, etc., en fonction de la bande son et de ce qu'il y a à chanter. C'est un modèle qui a été fait par Alibaba. Donc, on regarde très souvent le monde du côté des États-Unis. Il faut savoir que la Chine est extrêmement avancée sur les modèles d'IA générative aussi, même si on ne voit pas forcément ce monde-là aussi. Bref,
Une chose est sûre, l'IA générative aujourd'hui, c'est extrêmement bluffant. Ça permet a priori de faire des trucs, et c'est sûr qu'on ne pouvait pas faire hier avec un grand H, ça c'est certain, et des choses qui sont vraiment incroyables. Le deuxième bilan, constat, c'est que globalement, en 2023, tous les budgets, tous les sujets, toute l'innovation a été totalement phagocytée par le sujet de l'IA générative. Donc alors, exit le sujet du métaverse, le Web3, on n'en parle plus, la robotique d'accueil, etc. Paper, au revoir Paper, plus personne ne fait de Paper aujourd'hui, c'est terminé. Même l'IA classique que j'ai essayé de représenter là, tout ça, hop, ça a été recranté, repriorisé dans le monde, sur le monde économique des entreprises en disant, oh là 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 là, il faut absolument que je regarde la GenAI, on arrête tout le reste. Il faut que je me fasse une idée, il faut que je me fasse une opinion, ou il faut que je me lance à fond, même sans forcément avoir peut-être pris un peu de recul, à fond dans la GenAI. Et en fait, quand on a un système où, d'une manière générale, quand tu as une ou deux personnes qui courent autour de nous, sur un groupe, il y a deux personnes qui courent, on les regarde courir. S'il y a plus de la moitié des gens qui courent, en fait, on va avoir tendance à courir aussi. Et au bout d'un moment, bah, tout le monde court, sans même plus trop savoir pourquoi, en fait, on court. Et c'est ce qui se passe globalement en ce moment. C'est en 2023. Bah, il y a des gens qui ont commencé à courir. Après, bah, il y a la moitié du marché qui a commencé à courir. Et puis, il y a tout le marché qui court. Et dans beaucoup de cas, on est aussi on essaye de calmer un petit peu le jeu pour dire, mais pourquoi vous courez? Pourquoi vous avez finalement besoin absolument de GenAI? C'est quoi pour vous l'IA générative? À quoi ça va vous servir pour de vrai? Est-ce que vous avez pensé au ROI? Tout ça a des coûts, au-delà des problématiques d'empreinte, hein. Ça coûte des sous. Et donc, est-ce que vous faites ça parce que les autres le font et donc, si vous ne le faites pas, vous prenez un risque de ne pas le faire? Ou alors, est-ce que vous avez vraiment besoin? Donc, il y a quand même un sujet à se poser comme question. C'est un état de fait. Voilà. Ça continue en 2024, mais il faut essayer de prendre un petit peu plus de recul par rapport à l'usage, par rapport à ces fameux usages. Le troisième point, c'est que ça commence vraiment à être compliqué à s'y retrouver au niveau des solutions, au niveau des plateformes, bah parce qu'en fait, il y en a beaucoup. Là, vous avez l'arbre généalogique des IA génératives qui date déjà de plus de 8 mois. Et c'était déjà compliqué, avec donc un démarrage en 2018 sur les premiers modèles de transformers à l'origine de ce que allaient être les LLM, les Large Language Models, demain. Et avec les grandes, voilà, vous avez du Google ici, là vous avez la branche des GPT, donc plutôt OpenAI. Et puis, en fait, toutes les branches ce sont les dérivés, c'est-à-dire les modèles qui sont pris d'un modèle dit pair et qui crée en fait des autres modèles en cascade. On va prendre un modèle, on va spécialiser ce modèle-là, où on va l'améliorer, où on va le modifier, et puis ce modèle-là va créer des enfants, les enfants vont créer des autres enfants, etc. etc. Et si on prend... alors, il y a d'autres arbres. Là, vous avez l'arbre généalogique de Yama. Donc, en fait, si vous prenez un, une des entités ici, un des blocs, qui est là l'arbre généalogique général, vous avez des sous-arbres. Il y en a qui sont amusés à faire un exercice qui est assez compliqué d'essayer de recenser les différentes branches et modèles d'où vient finalement le modèle, par exemple, Koala. La Koala, c'est un sous-modèle d'alpaca qui est un sous-modèle de Yama, qui est un sous-modèle issu. Alors, Yama, il est propriétaire, donc c'est un modèle d'origine, il est d'origine, et il fait partie de la branche qui est, enfin, d'une des grandes branches technologiques. Et puis, bah, vous avez tous entendu probablement parler de Mistral. Mistral, donc la start-up française qui a en très très peu de temps réussi à sortir un nouveau modèle, mais qui était déjà pas un modèle complètement de fondation, parce que ça s'appuyait sur un premier modèle. Et Mistral a déjà beaucoup d'enfants, dont Zephyr, qui est un peu connu. Et globalement, j'ai envie de dire, n'importe qui, alors avec une petite capacité de calcul, un bon niveau technique, peut s'amuser à faire des enfants. Et donc, il y a donc de plus en plus, donc de plus en plus de modèles, et il existe des milliers de modèles en fait disponibles. Donc, vous avez peut-être entendu parler de Hugging Face. Hugging Face, c'est la société qui est dirigée et fondée par des Français, mais qui est américaine,
et qui aujourd'hui est la référence absolue en termes d'IA et de gros modèles, en termes de hosting de ces modèles et en termes de recensement. C'est une espèce d'immense annuaire avec des possibilités d'être testé ces modèles et d'en réuploader. Donc en fait, c'est le central, c'est l'élément central où on peut trouver tous ces modèles et sur lesquels on peut faire ce genre d'exercice. Donc le message, c'est il y en a vraiment beaucoup. Et dans la vraie vie, ça devient un peu compliqué d'essayer de savoir, finalement, pour mon cas d'utilisation, dans mon humble entreprise, qu'est-ce qu'il faut que je prenne? Qu'est-ce qu'il faut que je prenne? Et ça a été, c'est la même chose en surcouche, puisque ça, c'est des modèles. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas des applications, ce n'est pas des solutions, ce n'est pas des plateformes. C'est les modèles qui servent à construire le use case ou construire des solutions. Et sur les solutions, on a vu arriver ce genre de planches avec des gens qui passent beaucoup de temps aussi à faire du recensement, avec les solutions qui reposent sur des modèles d'IA générative et qui permettent d'adresser certains types de use cases. Donc, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Voilà. Il y en a immensément. Et en fait, dans rien que les 5 ou 6 planches que j'ai récupérées, enfin les recensements, là, on va dire les annuaires, je pense qu'il y en a déjà au moins 30% qui n'existent plus. Et il y en a probablement autant qui sont nouvelles. Donc, c'est vraiment extrêmement compliqué aujourd'hui de s'en sortir. C'est assez facile en termes de choix technologiques si on fait des plateformes parce que au final, on a globalement, comme d'habitude, Microsoft, Google, Amazon, un petit peu IBM, et puis on ne regarde pas trop, encore une fois, la Chine, mais il y a du Baidu, il y a de Alibaba, il y a les grands là-bas qui ont les mêmes choses. Mais après, si on est sur des outils, c'est vraiment très compliqué de se dire, est-ce qu'il y a un outil qui correspond à mon use case et est-ce que la valeur, le coût, l'OPEX, on va dire, de cet outil sera compatible avec le gain que j'espère avoir. Donc, en termes d'implémentation, travail de recherche qui peut être déjà, même au bout d'un an, assez compliqué. Le quatrième bilan, constat, c'est que ça a généré des centaines et des centaines de cas d'utilisation où on a imaginé des choses, beaucoup de choses. On verra, en fait, on va catégoriser les cas d'utilisation après. Mais globalement, le constat était que c'est dans ces centaines, c'est moi j'entends parler, je vois même chez nous, même chez Nonpoint, on dit ouais, on a récupéré, on a vu 150 sociétés, on a un catalogue de 630 use cases. J'ai envie de dire, alors je fais de la contre-pub, mais 630 use cases, enfin 630, enfin, voilà, au bout d'un moment, il faut essayer de reconcaténer les choses. Et tous les use cases ne sont pas forcément intéressants, surtout en termes de ROI. Ça, c'est vraiment le truc super important. C'est qu'il faut très vite projeter. C'est comme d'habitude, hein. Enfin, le ROI, j'invente rien. Mais là, il y a un peu de l'engouement fait rapidement, enfin, fait un peu oublier l'étape ROI et de se poser la question de est-ce que c'est vraiment une bonne solution par rapport à mon cas d'utilisation et ce que je projette en termes de gains. Il y a beaucoup de redondance, mais ça, c'est pas très grave, c'est bien. Ça veut dire que quand il y a de la forte redondance, quand les gens ils ont les mêmes idées, c'est que probablement c'est une bonne idée. D'une manière générale, hein, quand on a une idée et qu'on est tout seul à l'avoir, soit on est vraiment un génie, soit c'est quand même un risque que ce ne soit pas une bonne idée. Et on lance une start-up avec une idée dont on est persuadé, mais on est tout seul. Bon, c'est pas sûr que ça marche. Et surtout, alors, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, l'exercice en 2023, ça a été fait en disant, il y a beaucoup de COMEX qui ont dit à leurs équipes, bon, maintenant, vous allez me trouver dans vos métiers, vous allez me trouver les cas d'usage de la GenAI. Bon, déjà, ce n'est pas forcément le bon moyen. On n'a pas de cas d'usage de la GenAI. On a des besoins, on a des pains, on a des zones d'optimisation, et peut-être que l'IA générative serait un outil pour répondre à ce besoin. Mais ce qui a été intéressant, c'est de forcer un peu l'exercice de retrouver des cas d'usage qui a entraîné, en fait, dans son sillage, l'IA au sens large. Et là où on avait un peu de peine à essayer de trouver et de faire parler les métiers au sens large dans les sociétés pour voir comment l'intelligence artificielle au sens large pouvait les aider dans leur quotidien, parce qu'ils avaient du mal à exprimer ou à se projeter dans ce que c'est l'IA, dans quoi ça sert, etc.
c'est vrai que ChatGPT a quand même énormément aidé à l'hyper-démocratisation ou à générer une accélération d'intérêt. Et donc, ça a emmené dans son sillage l'IA. Donc, en rouge, vous avez ça, c'est du Google Trend. Je ne sais pas si vous connaissez Google Trend. Google Trend, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un super outil de tendance. En fait, c'est les statistiques de Google sur les mots euh, en visualisation relative. C'est-à-dire qu'en fait, c'est sur une échelle de 0 à 100. Ce n'est pas le nombre de fois où le mot a été recherché, mais c'est le nombre de fois, là, quand on arrive à 100, c'est la date à laquelle il y a eu le plus dans l'histoire du mot, le plus de fois où il a été recherché. Donc, ça donne des bonnes tendances. Alors, faut prendre ça avec des pincettes, parce que Google n'est pas. Enfin, Google est ici quand même très hégémonique au niveau de la recherche, en tout cas en Occident, ça c'est sûr. Mais ça donne des vraies tendances. Donc, vous avez l'IA qui était quand même très stable, qui est un vieux sujet, qui existe depuis très longtemps. Donc là, on démarre en 2020. Et puis, bah, vous aviez zéro, évidemment, sur ChatGPT, puisque ça n'existait pas. Personne cherchait ChatGPT en 2021, puisque ça n'existait pas. Et puis, bah, vous avez eu le pic absolu de ChatGPT qui a emmené avec lui le sujet de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est super important parce que l'exercice entre guillemets, des déchets de l'exercice de se projeter dans des usages de l'IA générative, eh ben, ce n'est pas des déchets du tout. C'est souvent des bons cas d'utilisation qui ne seront pas adressés par de l'IA générative, mais qui pourront être adressés soit par de l'IA et qui n'avaient pas été vus avant, soit tout simplement ni par de l'IA ni par l'IA générative, pardon, mais bah, s'ils ont été exprimés, c'est peut-être des bons use cases. Donc en fait, cette hype ChatGPT a été un bon euh, catalyseur de génération de cas d'usage et de formalisation des cas d'usage en 2023. Ces cas d'usage peuvent être déjà d'une manière générale, ça c'est important à avoir en tête, pour l'IA générative, coupée en deux grandes catégories. Il y a une première catégorie, c'est les process récurrents. C'est-à-dire globalement, je vais utiliser l'IA et l'IA générative pour améliorer un process existant, l'optimiser, réduire le risque, etc. On va voir les catégories. Et il est donc caché, finalement, derrière une application. Il est embarqué et on ne le voit pas. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez, par exemple, j'ai travaillé l'année dernière avec un département sur l'analyse semi-automatisée des liasses des dossiers de demande d'aide sociale pour catégoriser, savoir, bah, ça c'est le CERFA, ça c'est un document plutôt médical, ça c'est un document de situation familiale, etc., etc. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ça prend beaucoup, beaucoup de temps, tout est fait à la main. Et l'idée, c'était de pouvoir scanner toutes les liasses d'un coup et puis présenter à l'agent une première catégorisation. Donc là, c'est typiquement un process, une amélioration de process. L'IA est cachée derrière une application et l'utilisateur n'a pas d'interaction avec l'intelligence artificielle. Le deuxième, c'est alors donc c'est des projets d'implémentation et de logiciels. Et le deuxième, c'est l'amélioration individuelle, c'est-à-dire l'usage personnel ponctuel. C'est typiquement ChatGPT. Vous allez sur ChatGPT, vous lui demandez un truc, vous savez, enfin, il n'y a pas vraiment de grande catégorie d'usage, vous lui demandez quelque chose, vous le faites vous pour vous, à titre individuel, et une fois que vous avez la réponse, c'est fini. Il n'y a, pas de process, il n'y a pas de récurrence, et vous allez pouvoir revenir demain vers ChatGPT et lui reposer une question. Bref, l'usage est à l'initiative de l'individu, il peut être fait à tout instant, pardon, pour tout type d'utilisation, et il faut un outillage spécialisé en front, typiquement quelque chose comme ChatGPT. Et il n'y a pas du coup d'exploitation d'un point de vue IT. Ça, ChatGPT a vraiment bouleversé. C'est un acte de passage d'une technologie qui était très intimiste, très technique, réservée à des gens techniques dans des sociétés et dans l'IT, vers un monde du grand public. Donc en fait, on a sorti une techno qui existait, qui était utilisée par très peu de personnes, et on l'a mis à disposition complètement du grand public. Et ça amène des problématiques, ce qu'on appelle, enfin ce que j'appelle, je ne sais pas si c'est pas encore un vrai mot, mais le BOAI, bref, Bring Your Own AI.
Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour les plus anciens, entre guillemets, d'entre nous. Exactement, exactement. On a connu cette rupture technologique déjà il y a quelques temps. 2019, il existait déjà plein de devices mobiles, des palmes, etc. Mais c'était pour des pros. Les pros, les field services, les gens qui étaient sur le terrain, ils avaient des petites tablettes. C'était pas terrible d'ailleurs, mais enfin, c'était tellement mieux que les carnets pour certains usages. Et puis, bah, le grand public ne voyait pas du tout l'intérêt d'avoir ce genre de dispositif. D'ailleurs, il n'y avait pas trop de réseau encore. Et surtout, bah, c'est la révolution de l'iPhone qui a été finalement, à l'époque, où on pourrait le dire dans le sens, OpenAI, c'est un peu, et GPT, ChatGPT, c'est un peu l'iPhone de l'IA générative aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a pris un device qui existait déjà, et puis on l'a rendu grand public. Et on a généré, on a créé des usages grand public. Et du coup, bah, les gens se sont appropriés cette technologie à titre individuel, à titre privé. Et puis, bah, comme ils trouvaient ça super sympa d'un point de vue personnel, ils ont commencé à l'amener au boulot. Et puis, bah, comme l'IT ou l'entreprise, elle n'arrivait pas à suivre, elle donnait des vieux téléphones tout moisis, passez-moi l'expression. Et les gens, ils disaient, non, mais c'est bon, hein, moi j'ai un usage, moi, j'ai mon iPhone, c'est 10 fois plus puissant. Et je l'utilise à titre perso, bah, je vais l'utiliser à titre pro aussi. Puis ils ont commencé à mettre leur mail, puis ils ont commencé à mettre leur PowerPoint, puis s'envoyer des trucs, puis des documents. Et en fait, ça a été des trous de sécurité monstrueux dans les années 2010, où quand tout le monde amenait son device, bring your own device, et qui n'était pas du tout sécurisé, pas du tout managé, et que la moitié des systèmes d'information s'est retrouvée bah, dans des téléphones qui étaient volés, qui étaient perdus, qui étaient, etc., etc. Et ben, en fait, on est à l'aube probablement de la même chose. C'est-à-dire que les entreprises ne sont pas encore bien dotées au niveau de ces outils individuels, de production individuelle. Et bah, il y a beaucoup de monde. Alors, je ne sais pas si euh, vous utilisez régulièrement ChatGPT d'OpenAI. Et si vous le dites, parce que souvent, vous l'utilisez, mais vous ne le dites pas au management au sens large, parce que c'est quand même bien pratique pour faire des trucs, au-delà du fait que vous pourriez déclarer que vous l'utilisez dans le cadre du travail, mais comme ce n'est pas forcément sécurisé, comme on a déjà entendu plein de trucs sur le fait qu'il y avait du data leak, etc., etc., donc en fait, il y a énormément de gens qui utilisent ChatGPT en entreprise et qui ne le disent pas. Et bah, c'est exactement le Bring Your Own AI. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, les DSI, elles sont face à une problématique qui est très similaire à ce qu'il y avait en 2010, les trous de sécurité. C'est-à-dire que bah, des gens qui vont utiliser un truc dans le cadre professionnel qui n'est pas du tout maîtrisé dans le périmètre du système d'information. Donc ça, voilà, ça c'est le sujet 2024. Il va falloir que bah, les entreprises se mettent à jour assez vite, au moins sur les usages personnels ponctuels. Et puis après, qu'ils réfléchissent au cas d'usage sur les usages de process. Maintenant qu'on a commencé à parler des usages, on va essayer de catégoriser. Parce que 600 usages ou 650 ou 1000 usages, peu importe, mis les uns en dessous des autres, bah, c'est pas utilisable. Donc on a fait un exercice d'agrégation, de catégorisation et de trouver quels sont les axes dans lesquels qu'on peut utiliser pour ranger les usages pour après bah, les mutualiser et puis pour être plus efficace dans leur mise en œuvre et voir la valeur que ça peut avoir chaque usage enfin, chaque croisement pour chaque croisement. Globalement, il y a quatre axes. Alors, je suis désolé, il y a le truc en haut, mais c'est pas grave, je vous le dis, hein. Il y a quatre axes globalement. Non, mais c'est pas grave, hein, franchement, Lucas, t'embête pas, hein. Donc, il y a quatre axes globalement, et c'est pas que pour la Gen AI, hein, franchement, hein. C'est, on peut catégoriser les usages avec quatre axes. Le premier, un petit train en bas à droite. Ah, vas-y, mets-le à gauche. Ah non, mais il y a l'air d'avoir un petit machin. Vas-y, essaye de le pousser. Hmm. Non, il n'y a pas. C'est pas grave. Mets-le sur les titres. Les titres, c'est pas bien grave. C'est des fois s'il y a des trucs. Ouais, non, mais c'est très bien comme ça. Non, mais t'inquiète pas. Ouais, oui, bon, voilà. Allez, on met ça comme ça. C'est très bien. C'est très bien. Donc, quatre axes.
Ah oui, alors par contre, il faut remettre. Alors, je sais pas comment ça marche. Attends, je vais mettre là. Parce que je pense que la zapette, il faut recliquer dedans, le PowerPoint. Pour. Ouais, voilà. Donc, il y a 4 axes. Le secteur, le secteur d'activité, évidemment. Le secteur d'activité, c'est le premier axe. On n'a pas les mêmes typologies d'usage si on est dans l'agro ou dans l'agri que dans la finance, que dans les collectivités, etc. etc. Ça paraît évident. La fonction business, voilà, est-ce que j'ai des usages qui vont être liés à mon métier? Voilà. Si je suis RH, si je suis responsable logistique, si je suis au marketing, etc., évidemment, mes cas d'utilisation ne sont pas du tout les mêmes parce que mes besoins et mon métier, au jour le jour, n'est pas du tout le même. Et d'ailleurs, alors, il y a des fonctions qui sont assez transverses, et puis il y a les fonctions de prod, on verra, opérationnelles, qui sont, elles, très dépendantes du secteur. Troisième, c'est finalement l'objectif. On a des usages par type d'objectif. On va faire le zoom après. Et pour l'IA générative, il y a ce que sait faire l'IA générative. Donc ça, c'est un truc qui est spécifique à l'IA générative. Et c'est en croisant finalement le type d'usage, les objectifs qu'on a, la fonction et le secteur qu'on va se retrouver avec un cas d'utilisation. Voilà. Pour revenir sur les différents types, les objectifs, c'est toujours les mêmes. Globalement, on essaye d'améliorer la qualité générale de ce qu'on fait, de ce qu'on produit, de ce qu'on vend, que ce soit en avant-vente, en après-vente, du service, de l'expérience utilisateur, les produits qu'on... Voilà, c'est bref, on essaye d'améliorer toujours la qualité de ce qu'on fait. Cette qualité, elle est liée aussi à la performance qu'on peut avoir. On essaye de faire les choses les plus efficaces possibles. Donc, quand on a un cas d'utilisation, on a l'attrait d'aller améliorer la performance, qu'elle soit individuelle, on l'a vu, l'usage individuel ponctuel, c'est pour améliorer sa propre performance. J'ai besoin de trouver des idées, de faire un plan, de je sais pas quoi. Hop, je demande à ChatGPT, j'ai gagné un quart d'heure, je suis plus performant dans le temps que j'ai passé à faire la tâche. Et puis, bah, on mitige souvent, ça c'est un vrai sujet, c'est essayer d'avoir le moins de risques possible dans n'importe quelle situation. Tout ça pourquoi? Bah, pour deux grands objectifs, c'est-à-dire réduire les coûts ou augmenter les revenus. Ou, encore mieux, les deux. Voilà. D'ailleurs, oui, enfin, d'une manière générale, si vous réfléchissez vraiment, tous vos cas d'usage, ils vont rentrer là-dedans. Et puis, il y a, évidemment, évidemment, le slide qu'embête. Non, mais t'inquiète pas, t'inquiète pas. Et donc, bah, vous avez les fonctions business dont on en parlait. Alors, je crois que tu as cliqué sur mute, non? Non, c'est bon? Je sais pas. Ah non, ah. Ouais, non, c'est bon. Ah, quand c'est vert, c'est OK. Parfait. Donc, il y a les fonctions dites support qui sont un peu généralistes, entre guillemets, et qui vont être transverses un peu au secteur. Une RH, entre guillemets, c'est une RH. Alors, il y a des spécificités, attention, hein, je dis pas. Mais un legal, il a le même métier, même si c'est pas tout à fait même souvent pas du tout les mêmes thèmes en fonction des secteurs. Et puis, les fonctions opérationnelles vont beaucoup dépendre, surtout sur la partie production, logistique, etc., ou R&D, elles vont être très dépendantes du secteur. Si on revient sur... hop, parce que quand tu bouges le truc, il faut recliquer, sinon j'ai plus la zapette. Voilà. Si on revient sur les, les types d'usage. Alors ça, c'est important, c'est que ça, c'est très lié aux capacités des modèles. Je vais faire un focus plutôt sur les LLM, c'est-à-dire les modèles de langage, comme ChatGPT, qui n'est pas un modèle, mais l'usage de langage, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un modèle de LLM? Qu'est-ce qu'on peut faire qu'on ne pouvait pas faire avant, ou qu'est-ce qu'on peut faire surtout beaucoup mieux aujourd'hui? La première les premiers des cas d'usage, c'est la recherche d'informations en langage naturel sur des choses qui sont complexes, dans des situations complexes, ou des choses qui ne sont pas évidentes, qu'on ne connaît pas, et sur lesquelles il y a besoin, sans ce genre d'outils, d'aller chercher dans la doc, en disant, dans de la doc au sens très large, dans ce que j'appelle les référentiels de vérité, là où il y a les choses qui sont la vérité. Voilà. Et donc, j'ai un cas, je dois, par exemple, voilà, France Travail, on avait travaillé avec eux sur des cas compliqués. Alors voilà, je suis intermittent du spectacle, mais je suis parti en Italie pendant 6 mois, tout en ayant gardé une activité de moins de 30 heures, je sais pas, n'importe quoi, 30 heures par semaine, etc. Est-ce que ça m'ouvre à des droits de ceci? L'agent en face, il fait, voilà, c'est vraiment un cas qui est, voilà, il faut que j'aille voir, il faut que j'aille regarder, je sais pas. Mais tous les sujets de support, quand vous avez un ticket
il y a plein de supports applicatifs où en fait, bah, les gens ils reçoivent le ticket. Ah, ben en fait, j'arrive pas à cliquer sur le machin, etc. L'expert, il fera. Oui, ça, je sais. Mais il y a des cas où je sais plus, il faut que j'aille regarder, faut que j'aille regarder dans la doc. Bah, l'idée là, c'est de gagner beaucoup de temps parce que regarder dans la doc, il y a des fois, c'est oula, il va falloir que j'aille regarder dans la doc. Il y a 600 pages de doc et ça va être super compliqué. Tout ce qui est réglementaire, tout ce qui est ça. L'idée, c'est de dire, voilà, bah, est-ce que, puisque quand je pose des questions à ChatGPT, il arrive à me répondre des vérités. On va voir après la problématique. Quand je fais ça, donc ça c'est, je sais m'exprimer et lui dire, bah voilà, j'ai une situation, j'ai une personne, elle est en droit, machin, enfin, elle cherche à savoir si elle a des droits, elle est intermittente d'expression. On va lui expliquer la situation et le modèle va être en capacité, en tout cas on espère qu'il sera en capacité, d'aller chercher au bon endroit la bonne information pour la restituer en langage naturel. Ça, c'est la première gamme d'usage et c'est vraiment aujourd'hui le numéro un en termes des cas d'utilisation et d'implémentation. Le deuxième, c'est on est habitué au sujet de reformulation. Les IA génératifs savent reformuler les choses. Le premier qu'on utilise depuis très 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 longtemps sans s'en rendre compte, c'est la traduction. Quand on traduit, si c'est pas du mot à mot, eh ben en fait, on donne une phrase à un modèle et il régénère une nouvelle phrase. C'est donc une IA générative. Et ça fait belle lurette qu'on utilise des outils de traduction. Donc, il n'y a pas fallu attendre ChatGPT pour faire de l'IA générative. Les traductions, mais on fait beaucoup, beaucoup mieux maintenant avec les fameux LLM, puisqu'on peut faire de la synthèse, on peut faire donc des résumés, on peut faire d'avoir des mots-clés pour représenter euh, une portion de texte, etc., qui va nous servir peut-être demain pour faire de la classification, des choses comme ça. Les résumés, bah, c'est l'exemple typique de vous avez fait, bah, voilà, par exemple, là, on a une retranscription. Imaginons qu'on a une retranscription speech to text de ce que je suis en train de dire sur l'enregistrement Zoom. Et on pourrait demander à un modèle de dire, bah, voilà, donne-moi les 10 points principaux qui ont été abordés durant cette soirée, sachant que le sujet, c'est voici le texte de ce qui a été dit. On peut le découper peut-être par séquence ou par slide, voilà. Et puis chaque slide donne-moi les 3 points, les 3 points principaux. Et en fait, il arrive à faire ça en ayant ce que j'ai dit. Et puis hop, il sort les 3 points principaux. C'est de la reformulation de type synthèse. Ensuite, il y a tout ce qui est analyse sémantique. Si on veut aller un peu plus loin, ça, c'est des choses qui existent depuis très longtemps dans les modèles d'analyse du langage, dans le traitement automatique du langage, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissant aujourd'hui avec les nouveaux modèles d'IA générative. NER, Name Entity Recognition, c'est-à-dire dans un texte, je voudrais, prenons un exemple, verbatim de réclamation client. Bah, le client, il n'est pas content parce que sa box, elle ne marche pas, et puis la fibre machin, et puis il a appelé 4 fois le service clientèle, et puis la boutique de Vincennes, et puis les gens, en plus, ils n'étaient pas très sympas, etc., etc. Bon. Bah, on voudrait bien savoir de quoi il s'agit, c'est quoi le produit qui pose problème, est-ce qu'il y a eu une agence qui a été citée? Ah oui, tiens, il y avait Vincennes. Est-ce que machin, est-ce qu'il y a des noms? On va donc chercher des entités bien précises, le nom de l'agence, le produit, etc. Parce que ces analyses-là vont nous permettre de faire beaucoup de choses derrière. Voilà. Et donc, on va extraire, c'est pas pour reformuler, mais on va extraire des informations ou les intentions. C'était quoi l'intention de l'utilisateur? Ou alors, on a besoin de capter l'intention pour pouvoir lancer une action particulière. Par exemple, cet après-midi, j'étais dans un atelier avec un client du retail et le sujet, c'était comment capter dans une conversation une intention qui pouvait mener à un moteur de recommandation de produits. En fait, je voudrais, tiens, j'irais bien à la montagne. Qu'est-ce que il me faudrait une tente, voilà, bah, juste avec un genre de phrase comme ça. Alors, on va aller chercher et faire une recommandation produit plutôt que de le faire entre guillemets à l'ancienne, c'est-à-dire avec des similarités de produits les uns entre les autres, etc., etc. Donc là, c'est la partie sémantique en tant que telle. Donc on va creuser vraiment l'analyse on va creuser l'analyse d'une portion de texte. Les classifications, c'est un petit peu lié à la reformulation, ça peut être lié à la reformulation. Mais là, c'est tout ce qui va être la thématisation. De quoi ça parle? Est-ce que c'est... Alors, je reprends mon histoire de ticket, par exemple, technique, ou alors les sentiments, l'analyse de sentiments. Est-ce que finalement, la personne, elle était contente, elle était mécontente? Sur quoi elle était mécontente? Parce qu'on peut les croiser, évidemment. On peut dire, bah tiens, si
dans le verbatim, ou si dans un échange sur un forum, ou si dans le mail, dans un mail, etc., la personne n'est pas contente, euh, je vais aller chercher les intentions ou le thème, enfin le sujet qui lui pose problème, et aller chercher des informations très précises dans ce cas-là. Donc ça veut dire on peut faire des processus et rebondir, hein, dans ces catégories d'usage. Et le troisième, c'est la génération ex nihilo. C'est en fait, on n'a pas d'autre besoin ou idée que d'avoir de l'aide. On ne cherche pas une vérité. Ici, on cherche une vérité. Ici, on cherche des idées. Tiens, moi j'utilise beaucoup pour ça. Tiens, jeudi soir, j'ai une session à la maison des essais, et puis le thème c'est ça. Il faudrait que je raconte un truc. Est-ce que tu pourrais pas me filer le plan qui serait intéressant à faire? Et tiens d'ailleurs, est-ce que tu pourrais pas me faire une accroche aussi? Parce que en 2 phrases de moins de 70 mots, qui soit un peu punchy, et etc. etc. Non, j'ai pas fait les slides avec ChatGPT. Non, voilà, c'est assez compliqué quand même de faire, mais je l'utilise, mais vraiment super souvent, même pour de vrai. Les résumés et tout ça, ouais. Exactement. Alors, sauf que le moteur de recherche Google, il ne donne pas de réponse, il donne l'endroit où il peut y avoir une réponse. Alors que là, l'idée, c'est comme ChatGPT. L'idée, c'est que si on me demande un truc à ChatGPT, il va nous donner la réponse directement et reformuler, enfin formuler en langage naturel. Je vais vous donner des exemples juste derrière, et avec les problèmes que ça pose en termes d'utilisabilité dans la vraie vie. Euh, Quand on croise ça avec des secteurs d'activité, donc en fait, là, les secteurs d'activité, tous, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas un secteur d'activité qui n'ait pas un besoin de type recherche d'information, ex nihilo, etc. Et il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas une catégorie business qui n'ait pas besoin d'assistance, enfin, d'efficacité personnelle, etc. etc. Donc, d'une manière générale, tous les secteurs d'activité sont concernés, tous les profils métiers sont concernés, et sur une typologie d'usage qu'on vient de voir, avec la reformulation, etc., etc. Donc, des exemples d'usage, là, voilà, par exemple, là, on est en train de travailler avec une grande banque française, plutôt régionale, je n'irai pas plus loin, enfin, parce qu'il y en a plusieurs, donc ça va. En tout cas, ce n'est pas une centrale, donc pouvoir tirer la Société Générale et la BNP sur ce sujet-là. Bref, peu importe. Tous, de toute façon, ils ont plus de 50, les agents sur le terrain, ils gèrent plus de 50 000 mails par an. Et ça génère un nombre incalculable de réponses à écrire. Et donc, les réponses, c'est très, très long à écrire. En plus, malheureusement, elles ne sont pas forcément de très bonne qualité. C'est plein de fautes d'orthographe, c'est pas forcément bien écrit. Et c'est là où c'est un peu triste. C'est qu'en fait, avec ce genre d'outils, en fait, on va améliorer non seulement l'efficacité professionnelle, mais la qualité de ce qui sort. Alors moi, je donne des cours dans des écoles. Et quand je peux faire des productions, bon, maintenant j'ai arrêté de demander des productions, j'impose l'usage de ChatGPT dans les productions et je note les prompts. Je note, ça fait partie de l'évaluation. Sinon, en fait, c'est entre guillemets facile. Et d'ailleurs, c'est très facile de voir si un élève a utilisé ChatGPT dans sa production par morceau. C'est là où il n'y a pas de faute. Donc, voilà, c'est voilà. Et donc, l'idée là, c'est de dire, voilà, il y a un mail qui est arrivé. Je vais te proposer 3 mails, 3 propositions pour démarrer ta réponse, voire en fait faire une proposition, validation directe, si le mail te paraît bien par rapport à ce qui a été avec l'analyse de toute la conversation avant, etc., etc. Donc, on peut aller assez loin dans ce type d'usage. Ici, pour des collectivités, on a travaillé sur des analyses documentaires, sur la préparation des déplacements, des briefs pour les élus. Quand un élu se déplace d'un conseil régional ou etc., il y a tout un staff qui passe un temps fou à analyser des tas de docs, à essayer de récupérer des trucs et de faire des synthèses. Souvent, ils n'ont pas forcément le temps, ça prend beaucoup d'énergie. L'idée, c'est de dire, voilà, puisque les IA, elles connaissent, elles savent faire des synthèses, on balance plein de docs sur la zone où l'élu va aller. Et puis, on va demander à faire des résumés, des orientations, etc. Ce n'est pas pour remplacer la personne qui va faire
les résumés, mais ça lui permet d'avoir une somme déjà préparée, un peu prémâchée, pour construire le, le brief de l'élu. Voilà. Ici, bah, la recherche d'informations dans les corpus réglementaires, bah, en fait, on animait, OnePoint animait la partie technique du hackathon Gaïa au Salon de l'Agriculture avec Mistral. Parce que c'est un sujet qui est extrêmement compliqué pour les agriculteurs. La réglementation, c'est un cauchemar. Et en fait, eux, ils ont des tonnes de questions de type je suis un intermittent du spectacle, etc., etc. Sauf que c'est plutôt j'ai raté la semence sur le colza, sur machin, je suis dans telle région parce qu'il a plu, machin, etc. Est-ce que je peux planter autre chose? Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire, etc. Donc, ça, c'est des choses qui paraissent assez. Enfin, assez loin de nous, entre guillemets, mais qui sont vraiment le quotidien. Et il y a plein de docs, il y a plein de contenus, il y a plein de sites, il y a plein de trucs pour les aider, mais il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Et en fait, c'est hyper compliqué pour eux d'avoir des réponses et ils ont autre chose à faire que de passer des heures et des heures à essayer d'aller chercher dans la doc une réponse à leur contexte, à leur situation. Et donc, le propos du hackathon qui a été organisé par la Ferme Numérique, c'est pas nous, hein, c'est un truc vraiment super sérieux. Le propos, c'était de dire comment aujourd'hui Mistral, qui est une entreprise française, pourrait aider à l'accès au corpus documentaire du monde agricole pour aider les différentes, les vignerons, les céréaliers, les éleveurs, etc. etc. Et peut-être demain de lancer un appel à projet national pour pouvoir fine-tuner, c'est-à-dire spécialiser un modèle Mistral, c'est-à-dire créer encore un fils à Mistral, comme la liste que vous avez vue, euh, qui serait, qui aurait été alimenté avec ces datas très spécialisées pour pouvoir apporter des réponses encore plus efficaces. Voilà. Je ne vais pas tous vous les faire. Hein. Évidemment, dans le monde de l'informatique lui-même, c'est un monde qui est en pleine disruption, puisque bah, les IA, elles savent reformuler et elles savent écrire du langage. Et un langage informatique, c'est un langage. Et donc, bah, ChatGPT, il sait super bien coder. On lui demande, bah, tiens, écris-moi une fonction qui permet de faire ça en Python. Il le fait. Tiens, bah, finalement, tu pourrais pas me la faire en .NET ou en Java plutôt? Et il le fait, il traduit. Donc, en fait, ça veut dire que c'est des outils d'une puissance incroyable dans le quotidien d'un très grand nombre de personnes dans les systèmes d'information. Les développeurs, ils sont aussi touchés, potentiellement, même si on en parle un peu moins, que bah, tous les autres, on va dire, métiers de service qui sont potentiellement touchés par les IA génératives. Bref, retenez les quatre axes. Il faut travailler sur ces axes-là pour arriver à des cas d'utilisation. Dans le premier sujet, de savoir si, dans ce cas-là, est-ce que l'IA générative peut m'apporter quelque chose? Et deux, tout de suite, travailler sur le ROI pour ne pas s'engager sur un truc qui va être, entre guillemets, perdu d'avance en termes de gains. Ça fait beaucoup d'usages. Il y a beaucoup de cas. Tous ces cas-là, c'est des cas qui marchent bien. Hein. C'est des cas sur lesquels on a travaillé, sur lesquels on est en train de travailler, sur lesquels on va travailler, c'est évident. Mais il y a beaucoup de oui mais. Il y a beaucoup de oui mais avec entre Sora et l'effet waouh et la vraie vie. Le premier, c'est le piège de la démo, c'est-à-dire le piège de l'effet waouh quelque part. C'est-à-dire que dans une démo, on montre une capacité théorique d'une 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 technologie sur un cas d'usage. Sauf que c'est très loin de prendre en compte enfin de mesurer l'utilisabilité. C'est-à-dire qu'une démo, elle va toujours marcher. C'est le principe d'une démo, évidemment. Sauf que dans une démo, eh ben, en fait, on n'est pas dans les conditions réelles. Ce n'est pas les bonnes datas, ce n'est pas les mêmes volumes, ce n'est pas les mêmes systèmes d'information, ce n'est pas branché. Ça cache toutes les problématiques techniques. Ah oui, mais là, c'est facile parce qu'il n'y a pas de gestion des droits et blablabla. Bref. On n'est jamais exactement sur le vrai cas d'utilisation. C'est-à-dire qu'on va faire un système où on va mettre la démo en disant, bah voilà, tu vois, ça peut aller chercher des trucs dans des espaces réglementaires, des documents d'espaces. Oui, mais ça ne suffit pas. Il faut vraiment aller comme le hackathon Gaïa, avec les vrais docs de la vraie réglementation agricole, parce que c'est un champ lexical qui est très particulier, etc. Et en fait, on risque, même si on a fait une démo qui montrait qu'on pouvait aller chercher des infos dans des docs,
eh ben, on va peut-être s'apercevoir que malheureusement, euh, entre guillemets, en première implémentation simple, ça ne marchera pas du tout avec le réglementaire agricole. Voilà. Et souvent, on se contente de ce qui est produit. Ça, c'est particulièrement vrai pour les images. Quand vous faites une image, qui connaît Midjourney? Waouh! OK. Qui a déjà joué avec Midjourney? OK. Et Stable Diffusion? Ah, il y a un petit groupe là-bas. Ça. OK. Quand on fait un truc avec Midjourney, on va mécaniquement obtenir quelque chose de joli. Parce que c'est bien foutu, parce que c'est bluffant, parce qu'on ne l'a pas encore vu. Mais moi, j'ai passé le cap du joli. Je trouve ça banal. Je trouve ça bof maintenant. Je génère une image de Midjourney, je n'ai plus aucun sentiment de waouh. Parce qu'en fait, on en a trop vu, on a trop utilisé, puis c'est trop facile. C'est trop facile. Si on veut avoir quelque chose d'un petit peu différent, il faut vraiment travailler ses prompts et vraiment travailler et penser différemment. Sinon, vous allez avoir un truc banal, enfin, qui est encore peut-être, pour certaines personnes, a encore un peu un effet waouh, mais qui va très, très, très vite tomber dans la banalité. Et ça, en fait, c'est la problématique de toutes les IA génératives. Quand on est sur un effet démo, on se contente de ce qui est produit et on ne va pas chercher plus loin si ça correspond exactement au sujet qui nous intéresse dans la vraie vie. Et je vous donne un exemple là sur les IA, justement sur les IA génératives en images. C'était un des exemples qui était derrière. On a travaillé avec une entreprise qui est dans le bâtiment et qui a besoin d'illustrations et de mise en situation. C'est super compliqué d'avoir des mises en situation dans le monde du bâtiment. Parce que c'est très coûteux de faire du shooting. Il faut mettre des gens dans un environnement, etc., etc. Et donc, c'est super compliqué. Et ça coûte très cher. Donc, en fait, ils ne peuvent pas le faire. Et les banques d'images n'ont pas d'ouvriers couvreurs sur un chalet dans un paysage de Savoie. Ah, ça n'existe pas. Donc, ils se sont dit, bah, puisqu'on en a besoin pour illustrer nos sujets de sécurité, notre marketing, etc., bah, on va voir si les IA génératives, elles peuvent faire ce genre de choses. Et en fait, là où on est, nous, pas experts, et qu'on fait un beau prompt, on est super content, puis on fait même plusieurs agents qui améliorent le truc, etc. On a une super image bah, de deux ouvriers avec les trucs de sécurité devant un échafaudage d'un immeuble de 2 étages, etc. On se dit, bah, ça y est, c'est bon. C'est-à-dire que nous, on a fait un effort et on est même au-delà de se contenter de ce qui est produit, c'est qu'on pense que c'est vachement bien. Les experts, ils arrivent et font, bah oui, mais c'est pas du tout un casque conforme, ça. Ça ressemble pas tout à fait à ça, un casque. Le gars, il n'a pas des chaussures de sécurité. En plus, là, le gilet, il est jaune en haut, il est bleu en bas. Enfin, non, c'est pas du boulot. Voilà. Et en fait, c'est extrêmement compliqué finalement d'obtenir vraiment ce qu'on veut avec les IA génératives. Et l'effet démo lisse cache en fait la vraie utilisation quand on a des vraies contraintes. Et quand on a des vraies contraintes, on ne peut plus se contenter de ce qui est produit directement. Voilà. Ensuite, les LLM, et pas que les LLM, n'ont aucune notion de la vérité. Ce qui est embêtant quand on cherche à obtenir la vérité. Je vous donne un exemple, ChatGPT. Qui connaît Daniel Guichard? Voilà, je vais faire presque carton plein là. Parce que quand je donne des cours maintenant, qui connaît Daniel Guichard? Alors, dans les assemblées, en général, il y a effectivement les deux catégories. Il y a les personnes qui sont en mode Daniel qui? Bon, voilà. Ensuite, il y a ah ouais, tiens, ça fait longtemps que je n'avais pas entendu parler de Daniel Guichard. Et puis, il y a ceux qui sont en mode ah ouais, j'écoute tous les jours. Alors, ceux-là, faut faire gaffe hein, quand même. Bref, donne-moi une chanson de Daniel Guichard. Une chanson populaire de Daniel Guichard et La tendresse, elle a écrite en 77. Voilà, là, c'est un amour qui s'est terminé, il restera jamais gravé, machin. L'homme, il chante là, il y a le refrain, etc. C'est super. C'est du chat GPT, c'est nickel, la grammaire est impeccable, il n'y a pas de faute. Il y a une structure incroyable, il y a des informations complémentaires qui sont données. Ça gère le contexte, donne-moi-en une autre. Donne-moi-en une autre. Ça paraît bête hein, comme phrase, mais c'est très, très compliqué pour une IA. Donne-moi-en une autre. Mais de quoi il parle? D'une chanson de Daniel Guichard. ChatGPT, il gère ça à la perfection. Une autre chanson de populaire, et c'est Faut pas pleurer comme ça en public, machin. Cette chanson a été également un grand succès. C'est vraiment nickel. C'est parfait. L'adaptation du contexte en fonction du etc. Sauf que, pour les amateurs de Daniel Guichard, la tendresse n'a pas été écrite en 77, mais en 72. Le refrain, c'est pas du tout ça. Le pitch, c'est pas exactement ça.
faut pas pleurer comme ça en public, ça n'existe pas. Bref, tout est faux. Tout est faux, mais c'est vraisemblable. Et donc, mes élèves qui connaissent même pas Daniel Guichard, bah, en fait, ils demandent à ChatGPT et puis ils disent ah ouais, la Trendresse ça a été créée en 77, etc., 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 etc. La problématique des LLM, c'est qu'ils ne peuvent pas, enfin, c'est pas qu'ils peuvent pas, mais c'est qu'ils ne sont pas conçus et ils sont pas conçus pour donner une vérité parce qu'ils n'ont aucune notion de la vérité. C'est quoi la vérité? Même une vérité de fait. Il y a 3 types de vérité. La vérité de fait, la vérité de process et la vérité d'opinion. Process, genre règle du jeu. Demandez, demandez à ChatGPT de vous donner la règle du jeu d'un jeu, pas le Monopoly, tu vois, quelque chose qui n'a pas 1 milliard de contenu sur Internet. Et ben en fait, ça sera vraisemblable, mais ça sera jamais exhaustif. C'est l'autre problème, c'est que la vérité, derrière, quand on est dans la vraie vie, dans une entreprise, on attend à ce que ça soit vrai et pas avec une hallucination ou des approximations, et on attend que ça soit exhaustif. Comment être certain, je prendrai les questions après peut-être, comment être certain que finalement, là, c'était une vérité générale. C'est pas donne-moi les paroles de la tendresse. Si je demande quelles sont les paroles de la tendresse, j'attends une vérité vraie et exhaustive, c'est-à-dire l'ensemble des paroles de la chanson. Et ça, c'est extrêmement important et c'est le point de focus quand on est sur des use cases qui utilisent en entreprise les LLM, c'est s'assurer que ce qui est rendu est bien vrai et exhaustif. C'est vrai pour tous les IA génératives. Les IA génératives au niveau de l'image. Voici une image de Notre-Dame de Paris. On appelle le ground truth. Le ground truth, c'est la vérité vraie. C'est une vérité qui a été validée, certifiée humainement. Ça, je peux vous assurer, en tant qu'humain, que c'est Notre-Dame de Paris. On interroge Midjourney, on interroge Stable Diffusion, on va faire des très jolies choses, mais c'est pas vrai. Alors, c'est probable, c'est vraisemblable, mais là, il manque carrément la rosace sur le côté, quoi. Là, bon, il y a quelques libertés au niveau des flèches. Bon. Mais quelqu'un qui ne connaît pas Notre-Dame de Paris, il pourra dire ah bah oui, c'est comme ça, Notre-Dame de Paris, c'est exactement comme ça. Ah, j'ai fait une belle image de Notre-Dame de Paris. Bah non, c'est pas Notre-Dame de Paris. Les IA génératives n'ont pas la notion de vérité. C'est faux. Voilà. Ça, c'est super important à avoir en tête et à garder quand on veut faire des projets. Alors, ça se gère, hein. Là, je vous donne en vrac tous les problèmes. Évidemment, derrière, on travaille, et c'est un peu notre boulot, de donner des solutions. Du coup, ça peut engendrer des problèmes dans le monde professionnel. Vous avez vu le problème avec Air Canada, non? Donc, 19 février, c'est tout récent. Air Canada a un chatbot. Le chatbot dit un truc à un client pour un remboursement de billets. Le client, après son vol, va voir le service client, dit bonjour, je viens pour le remboursement de mon billet. Le remboursement c'est-à-dire, expliquez-moi un peu votre situation. Ah là 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 là. Ah non, on ne rembourse pas dans ces cas-là. Et le client fait ah si, vous allez me rembourser parce que votre chatbot, il m'a dit que c'était remboursable. Alors après, Air Canada dit bah oui, mais non, parce qu'en fait, c'est pas la même entité juridique, je sais pas quoi, etc. Bon, ils ont perdu immédiatement, hein, évidemment. Et ce qui est intéressant, c'est ce que relève la presse. Le chatbot a menti. Non, le chatbot n'a pas menti. Le chatbot n'a pas la notion de vérité. Et surtout, quand on ment, c'est intentionnel. Non, le chatbot n'a pas menti. Alors, c'est en plus super important de prendre des pincettes dans la manière dont les médias nous restituent ces cas d'usage. Il y en a plein d'autres. Alors là, c'est le sujet. Je vais revenir sur les autres. Il va falloir, c'est nouveau, mesurer. Et ça, c'est un autre truc. Quand vous avez fini le ROI, vous avez trouvé vos use cases, vous avez fini votre ROI, vous avez vu, ouais, ça peut être la générique, vous avez fait votre ROI, et boum, étude d'impact et préjudice. Troisième truc à faire. C'est qu'est-ce qui va se passer quand l'IA va se planter? Et attention, c'est pas qu'est-ce qui va passer si l'IA se plante. Non, parce qu'elle va se planter. C'est structurellement impossible qu'une IA, à un moment donné, dans une situation particulière, ne donne pas un résultat qui est faux ou avec un score très bas de confiance. C'est toujours comme ça. C'est l'incertitude intrinsèque de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas lié à la Gen AI uniquement, hein. C'est structurellement, parce qu'on passe d'un monde déterministe à un monde plutôt probabiliste.
Et en fait, ces systèmes-là ne peuvent pas être conçus pour être fiables à 100%. Donc, il faut faire les mesures d'impact. Qu'est-ce qui va se passer? Quels sont les impacts quand l'IA, c'est-à-dire dans tout mon processus, si j'utilise une IA à cet endroit-là et qu'elle se plante là à cet endroit-là, qu'est-ce que ça va donner? OK. Ensuite, dans mon processus, je n'utilise, parce qu'on n'utilise jamais une IA. On est toujours, pour les liasses dont je vous parlais avec le département tout à l'heure de l'aide sociale, il y a 12 modèles, juste pour faire le tri et savoir de quel type de dossier on a entre les mains lorsqu'on ouvre l'enveloppe de papier. Alors ça, c'est le signe. Non, non, ça c'est le signe de dire, dis donc, tu parles un petit peu trop. Il va falloir quand même accélérer, mais on va arriver au bout. Et les préjudices, c'est-à-dire on va mesurer pour chaque impact quel est le préjudice. Et on va effectivement mettre ça en face des gains, les gains importés. Est-ce que on garde le chatbot qui est susceptible chez Air Canada de proposer des remboursements qui ne sont pas vrais vis-à-vis du gain? Ah, il n'est pas. Voilà. Ouais, voilà. Et oui. Et voilà. Yes, merci. Donc, peut-être que le chatbot, à côté de ça, il règle 80% des cas bien et que des fois, donc est-ce qu'on prend le risque vis-à-vis du gain de prendre les impacts et les préjudices? Vous avez tous vu peut-être ces cas de chatbot qui racontent des bêtises. Alors là, c'est intentionnel. C'est-à-dire qu'en fait, l'utilisateur a fait dérailler le bot en utilisant ce qu'on appelle le prompt injection. Donc, en fait, où on va demander des choses et faire dire au bot ce qu'il n'était pas censé dire. Alors, c'est des choses assez simples. Donc là, le bot de Chevrolet, l'idée, c'était de lui faire écrire du code Python. Il y a des gens qui sont allés beaucoup, beaucoup plus loin, qui ont eu des Camaro à 1 $. Plutôt pas mal. Et ils sont pas allés plus loin que ça. Et là, c'était, DPD, c'était pas très bien sécurisé. Et donc, il lui a fait écrire un haïku sur le fait de l'utilité de la société. Euh, donc, d'une manière générale, vu que ça fait des choses comme ça, vu que ça hallucine, vu que ça ne déçoit pas rien, vu que ça donne pas la vérité, enfin, ça sait pas. C'est pas que ça donne pas la vérité, attention. C'est que ça sait pas ce que c'est la vérité, donc ça ne sait pas si ça a donné la vérité. Donc, du coup, d'une manière générale, en projet, c'est pas simple à recéter. C'est-à-dire que quand on fait un projet avec de l'IA générative, la grande question, c'est comment savoir si le système il fonctionne. Alors c'était super facile quand on faisait quand on faisait, quand on fait de l'informatique classique. On a des specs, on a un cahier de recettes. Si je clique sur le bouton, alors ça doit m'ouvrir une pop-up avec à l'intérieur les 10 dernières factures non soldées, des comptes, des clients qui sont en région machin, etc. Ça marche pas du tout comme ça. Là, c'est comment vous voulez recéter un système qui vous sort les entités d'un verbatim, par exemple. Et en fait, le type de recette va dépendre du type d'usage. On reprend les 5 types d'usage, la recherche d'information, reformulation, analyse sémantique, classification et génération extérieur. Et donc, on va avoir des stratégies. Là, je n'ai vraiment pas le temps de creuser sur le sujet, mais c'est typiquement le genre de truc qu'on fait en conseil, nous. C'est quand on fait une recherche d'information et de reformulation, il faut qu'on mesure la distance par rapport à la vérité. C'est le fameux sujet de est-ce que c'est vrai et est-ce que c'est exhaustif. Quand on fait une analyse sémantique et une classification, là, c'est des mots, des mots comment? La matrice de confusion, c'est le truc qui sert quand on fait de l'IA et de la data science pour mesurer la performance d'un modèle et de l'entraînement du modèle. L'analyse sémantique et la classification, c'est beaucoup plus simple parce qu'on sait exactement ce qu'on cherche. Quand on est avec une réponse, c'est plus compliqué parce que ça peut être formulé de manière très différente. Et donc, savoir si c'est vrai et si c'est bon et si c'est exhaustif, c'est beaucoup plus compliqué que si on sait dans un texte, si je cherche l'agence, c'est facile. Il suffit qu'il y ait un humain qui regarde, qui fasse un dataset de référence, le fameux ground truth, comme Notre-Dame, et puis qu'on regarde, est-ce qu'il a bien trouvé ce qu'il fallait qu'il trouve? Oui, non. C'est facile. Et la classification, c'est pareil. On prend des mails, on dit celui-là, la personne est contente, celui-là, elle n'est pas contente, celui-là, c'est tel thème, celui-là, c'est tel autre thème. Et puis, on passe ça dans le modèle. Et puis, s'il est bon, en fait, on peut mesurer la performance.
Et la génération ex nihilo, bah, de toute façon, il faut une vérification. Il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette possible. Parce qu'on est en train de demander un truc. Donc, ça veut dire que c'est l'humain qui doit vérifier, comme la création des mails, la réponse à des mails pour la banque dont je parlais tout à l'heure. On ne peut pas savoir. Il n'y a pas de vérité. On ne peut pas comparer à une vérité, puisque c'est une réponse à un mail qui est lié dans un contexte. Ça veut dire qu'on va proposer quelque chose et qu'à aucun moment, il faut imaginer pouvoir automatiser quelque chose derrière, il faut que ça passe par un humain. Mais on lui aura mâché le travail. On passe, on passe d'un mode création par l'humain à un mode proposition-validation. Et ça, c'est quand même très pratique, parce que dans ces usages qui sont immédiatement avec du ROI et facile à calculer. Voilà. Promis, c'est bien fini, c'est bientôt fini. Ce que je voulais vous montrer juste, c'est pourquoi ça déraille. Pourquoi, enfin, c'est pas que ça déraille, mais c'est assez fragile, c'est assez compliqué, ça donne pas la vérité, enfin, on ne sait pas, etc. Il suffit de savoir comment ça marche derrière et vous allez voir en 30 secondes pourquoi ça pose, enfin, ça marche pas bien. Voilà, c'est ça derrière. Bon, c'était évidemment une plaisanterie. Euh, je voulais juste, je trouve qu'ils sont vraiment très, très, très forts, les créas qui sont derrière la série des Despicable Me, là. Parce que pour se réapproprier la hype de l'intelligence artificielle et de l'IA générative avec les mignons derrière, bref, non, ça ne se passe pas comme ça derrière, ça pourrait. C'est beaucoup, beaucoup plus compliqué, mais tout est probabiliste et c'est vrai qu'à la limite, on pourrait se poser, il y a des milliards de paramètres dans un modèle. Bah, c'est des espèces de milliards de millions, entre guillemets, qui font des trucs qui parfois sont assez compliqués à expliquer, d'où l'explicabilité de l'IA générative est encore plus compliquée que l'explicabilité de l'IA classique. Euh, on est en plein, pour conclusion, on est en plein moment où il faut qu'on gère donc le wow effect. Et là, je vous remonte un truc Firefly. Je ne sais pas si vous connaissez Firefly, mais c'est waouh. Donc ça, c'est la suite Firefly qui est maintenant dans Adobe, donc avec Photoshop. Là, on est dans l'incarnation absolue du je me contente de ce qui m'est donné parce que c'est bien. On a fait un descriptif très, très vite, voilà, un château, machin, des snowy mountains, etc. Ça marche bien dans ce type de cas d'usage où finalement on n'a pas besoin de quelque chose de bien précis. Dans la vraie vie, et c'est là où il faut mitiger, dans la vraie vie, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on va être avec beaucoup plus d'exigences, on va être avec des choses sur lesquelles on ne peut pas juste se contenter de ce qui est donné en premier lieu. Il va falloir faire des tonnes de vérifications et puis ça va aller en production. Donc, à partir de quand on appuie sur le bouton? Est-ce qu'on est sûr que ça ne va pas déconner? Il faut aller chercher les risques et les impacts, on a vu, etc., etc. Donc là, on est 2024, c'est la balance entre on a vu des tas de choses et maintenant, il faut qu'on revienne et qu'on réatterrisse. Ça va être utile dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas, mais ça sera en fait déceptif dans beaucoup, beaucoup d'autres aussi. Donc il faut arriver à trouver les bons cas sur lesquels il n'y aura pas de déception. En tout cas, une chose. Ah non, ça on a déjà vu. Une chose est sûre, il va falloir vraiment se former pour pas être dans cette situation-là. Donc la fille qui demande à son père si il utilise bien l'iPad et s'il a pu réussir à installer les apps, et où le père dit mais quelle app? Et donc la fille est un petit peu voilà. Ouais. Bref, c'est un usage. C'est pas forcément l'usage le plus optimal, mais c'est un usage. Donc toute nouvelle technologie a besoin de sensibilisation, de comprendre ce qu'il y a derrière.
sans aller très loin, mais au moins ce que ça fait, ce que ça fait pas, etc. Donc on est vraiment dans un momentum de, si on veut y aller, de ne pas y aller en courant, la tête baissée, mais en étant un petit peu éclairé euh, pour pouvoir y aller. Petite page de pub pour finir. Euh, le 21 mars, on a ce que chez OnePoint, le Data IA Summit. Donc, c'est une journée dans les locaux de OnePoint au Trocadéro où il y a plein de partenaires, il y a plein de sessions. C'est gratuit. Je vous invite à. Là, c'est le QR code, j'espère qu'il marche bien. J'ai demandé à notre com derrière en disant je veux un QR code et puis voilà, qui soit à peu près lisible. Dites-moi s'il marche. Sinon, bah, je vous laisse vous pouvez vous lever si vous voulez. Ouais, voilà, ou on pourra le diffuser si tu veux. Oui, oui, bah, on diffusera de toute façon voilà. Oui, 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 c'est tout ce que je fais public est diffusable. Il faut le partager, il faut l'utiliser, réutilisez-le, appropriez-vous bon, bref, vous m'avez compris. Réutilisez les slides s'il y a besoin, à votre direction, à vos équipes. C'est fait pour ça. Sinon, je ne serais pas là. Franchement, c'est un super event. Il y a il y a plein de conférences, il y a pas mal de gens un peu sympas qui vont parler un peu de tout ça. C'est à l'adresse en bas, tout à fait. Voilà. Et donc, bah, il marche. OK. Donc, n'hésitez pas, si vous intéresse, à vous inscrire. Et vous êtes les bienvenus. Euh, c'est toute la journée. Et donc, bah, sur le lien d'inscription, il y a, enfin, sur le lien, là, il y a les horaires, l'agenda, etc., etc. Voilà. Probablement que vous avez des questions. D'ailleurs, il y en avait. J'ai coupé euh, les questions. Probablement, vous avez peut-être des questions. C'est le moment. Est-ce que je suis pas trop en retard? Ouais, si, un peu quand même, hein. Non, Non, c'est bien. ça va. Non, c'est On est, super. On on a est à peu commencé à près. 18h40. On avait dit 1h30. Ah, une heure, Enfin, ouais, ça, non, ça, c'est ça tient, ça génial. tient, ça va, ça. Génial. Est-ce que donc vous avez des questions? Déjà, il y en avait une. Ah bah, allez. Je crois qu'il y en avait une là-bas, mais je sais plus. Ah si. Ouais. Oui, bonsoir et merci. Gartner fait sa courbe de hype pour chaque nouvelle Ouais. technologie. Il y a Ouais. la phase d'espérance et puis ça se casse la figure. Oui. Ça, c'est tellement fou. Est-ce qu'on va avoir, par rapport au point que vous soulevez, et donc potentiellement des cas d'usage qui vont être déceptifs, Oui. est-ce que vous envisagez du coup ce même Oui, oui, comportement? oui, bien sûr. Alors, la question, c'est vu qu'on est monté très haut, est-ce qu'on va descendre très bas? Non, non, je pense humblement que non. Je ne suis pas visionnaire, mais non parce que c'est une techno qui est dont la hype n'est pas en gaussienne. En fait, j'utilise beaucoup le Google Trends aussi pour montrer les hypes. Si vous mettez, je vous invite à aller jouer avec Google Trends. euh, et si vous mettez métaverse, si vous mettez NFT, si vous mettez donc les sujets de hype qui ont été vraiment la plus belle gaussienne dans Google Trends, c'est Squid Game. Bon, voilà. C'est vraiment le truc qui n'existe pas, qui est monté, mais alors en skyrocketing et qui est retombé aussi sec en 2 mois. Voilà. Donc ça, c'est des vrais buzzwords. L'IA, ça existe depuis super longtemps, mais ça a été aspiré, happé par le buzzword de ChatGPT. Mais ce n'est pas un buzzword parce que c'est un buzzword qui dure depuis 1 an, dont le pic, les 100%, sont en moins de 2 mois. C'est-à-dire que ça a été une hype quand c'est sorti, mais le nombre de fois où ChatGPT est tapé dans Google aujourd'hui est encore plus grand que celui d'il y a 10 mois. Et cet état de fait, et tout ce qu'on a vu pendant 1 an en entreprise, fait que oui, il va y avoir beaucoup de déceptions, mais comme il y a beaucoup de vrais cas d'usage, donc en fait, on est monté très haut, mais ça va redescendre de manière relative parce qu'il y aura plein de cas d'usage qui ont d'ores et déjà montré leur valeur, qu'on va pouvoir répliquer. Et le recul qu'on commence à avoir, c'est que nous, on se permet de dire à nos clients, bah non, il ne faut pas faire ça. Faites pas ça, pour commencer, au moins. Enfin, là, vous démarrez à faire l'Everest en tongs. Enfin, voilà, entre guillemets, je me permets. Voilà l'image, parce que ça va être très dur si vous commencez par là. Alors que, à côté de ça, vous avez peut-être des use cases qui sont avec une très bonne valeur ajoutée et qui vont être beaucoup plus simples et qui vont montrer un peu, aller chercher la success story, quoi. Donc, on va perdre, mais pas, ça va pas redescendre à là où ça pourrait redescendre très bas, quoi. Voilà. Merci.
La question qui a été posée, est-ce qu'il y a de bonnes formations sur la Generative AI? Ah bah alors oui, il y a des formations OnePoint qui sont très très bien. La question. Alors, page de pub. Oui, il y a l'école OnePoint. On a plein de formations, tous les formats. On fait depuis la masterclass qui dure allez, 2 heures pour faire une acculturation générale à des métiers qui vont pas être forcément tout de suite dans l'utilisation ou dans le besoin d'implémentation, jusqu'à du prompt engineering ou des formations sur technique pour des équipes IT. On a vraiment tout le panel. Et après, honnêtement, alors là, il faut couper pour OnePoint, mais il y a plein de super contenus sur le net, hein. Alors par contre, c'est vrai qu'il y en a trop. Donc c'est compliqué de faire le tri, de savoir où il faut aller. Euh, mais le contenu, il déborde de contenu. Donc nous, on a fait l'effort, et il y a plein de sociétés concurrentes qui font la même chose, mais nous, c'est quand même mieux. Puis en plus, on est au Troca. Bon, bref, je plaisante. Mais on a fait l'exercice, l'effort d'essayer de faire des personas, de dire, bah voilà, plutôt pour ce type de personnes, dans la perspective de leur usage demain, il faudrait plutôt faire ce genre de parcours. Et on a des trucs sur étagère. Et puis après, bah, surtout, on fait beaucoup de choses sur mesure. C'est-à-dire qu'on va analyser la typologie des personnes, les objectifs, donc les personas, les objectifs par persona, les succès, qu'on projette le succès d'une formation. C'est pas si simple que ça de dire quand est-ce qu'une formation a vraiment bien marché. Voilà, quand on fait une formation technique, bah, on peut faire un quiz, mais une formation comme ça, un peu culture générale ou un peu diffuse, c'est un peu plus compliqué. Donc, moi, je donne des cours, on est des pros sur celui-là. On a accompagné pas mal de clients l'année dernière, tout le groupe M6, enfin, on a des belles références sur la formation en tant que telle. Ok. Et on n'est pas tous les. Et pour mitiger, pour pas que ça soit trop pub, on n'est pas les seuls. Ouais. Je vais faire un tout petit peu de pub en personne que je ne connais pas. Son formation à titre personnel que j'avais prise au début, juste pour me faire une idée, ça s'appelle Flint. Le monsieur s'appelle Benoît Raphaël. Je ne sais pas s'il les connaissait, mais regardez, Benoît Raphaël aussi. Il y a une formation très sympa d'introduction qui permet de mettre la main à la pâte, Ça, de il y découvrir a ce que c'est beaucoup de Midjourney. choses, c'est super. Et Ouais. après, En ligne, OnePoint, c'est. bien évidemment. Ah oui. Bonsoir, merci beaucoup pour la conférence, c'était très intéressant. J'avais une question au niveau, vous avez mentionné du coup le trou de sécurité un peu dans les SI, le temps d'adaptation dans l'IA. Aujourd'hui, en tant qu'entreprise, comment est-ce qu'on peut justement, quelles sont les étapes qu'on peut mettre en place pour déjà commencer à se protéger les données, tout en bénéficiant de l'intelligence artificielle? Ouais. Alors, bah justement, ça c'est intéressant, c'est que avec l'IA, il y a un truc qui est super intéressant avec l'IA pour plein de domaines, c'est qu'il y a une dualité. Moi, j'appelle AI for et for AI. Et donc, il y a cyber for AI et AI for cyber. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la cyber for AI, c'est comment on sécurise les projets, les structures, les environnements qui font appel à de l'IA. Et l'AI for cyber, c'est comment l'IA aide le métier de la cybersécurité dans son quotidien. Et d'ailleurs, pour la cyber, comment l'IA aide les attaquants. Parce que c'est le problème de la cyber, c'est que les attaquants, ils ne sont pas plus bêtes que les autres. Ils utilisent massivement maintenant l'intelligence artificielle pour améliorer leurs attaques. Et donc, il est nécessaire, d'une manière générale, de la sécurisation d'un SI, hors la sécurisation de l'IA, mais la sécurisation du SI au sens large. Et là, pour le coup, c'est une course qu'il faut mener. C'est-à-dire que tout le monde court, mais là, il faut courir avec, hein. Parce que quand on est avec des attaquants qui se sont dotés de nouvelles armes, il faut donc créer des nouvelles défenses pour se protéger de ces nouvelles armes avec les mêmes outils que ce que les attaquants utilisent, c'est-à-dire l'IA. Et donc, on va utiliser l'IA pour améliorer les systèmes de protection du SI contre des attaques qui utilisent l'IA pour attaquer. Et à côté de ça, de l'autre côté, il y a donc la sécurisation de l'IA, donc Cyber for AI. Et là, en fait, il y a même la fondation, il y a l'OWASP, par exemple, ou les grands du numérique, hein, Microsoft, etc., qui ont hyper. Donc, l'OWASP, c'est OWASP, si vous intéressez au sujet. Oui, il y a Mitre Attack aussi, Mitre, M-I-T-R-E, plus loin, Attaque. Ça, c'est des gens dont le boulot est de partager le plus possible du contenu. Et ils ont fait
comment dire, le recensement de l'ensemble des typologies d'attaque, des zones d'attaque dans le SI ou sur une architecture de type IA et IA-Gen, les impacts que ça peut avoir, les contre-mesures, enfin bref, tout est ultra, hyper bien documenté. Et donc, nous, on a fait un espèce de framework, entre guillemets, méthodologique, où quand on implémente un projet d'intelligence artificielle, on est en mode checklist. On a des architectures types, et on dit, puisqu'on est dans ce typologie d'usage, avec ce type d'architecture, alors il va falloir qu'on check ce point de sécurité-là, ce point de sécurité-là, ce point de sécurité-là. Donc en fait, tout est extrêmement bien documenté. Je ne peux pas pouvoir vous dire comment faire, mais chaque société va avoir un peu sa méthodologie. Et souvent, ça repose sur des trucs qui viennent de l'OWASP. Ou par exemple, là, Microsoft a sorti il y a 2 semaines un framework qui utilise des LLM pour créer des bots qui sont là pour faire dérailler des bots. Et c'est frameworkisé. Enfin, bref, voilà. Il y a beaucoup, beaucoup de choses comme ça. Ouais, donc il y avait la question de... Ah, ouais. Ouais. Merci. Il y a un module de ChatGPT pour Enterprise dont le sens, c'est contrôlé par le SI de l'entreprise. Ouais. Je donne un exemple très concret. Je travaille pour un licorne de l'IA. On a des clients qu'on peut référencer et des clients qui sont hyper confidentiels, notamment dans l'aérospace et défense. Donc, on n'a pas le droit de communiquer si on travaille pour tel et tel client. Dans ChatGPT for Enterprise, c'est le SI qui paramètre. Si vous avez un utilisateur qui mentionne tel et tel client, ne répondez pas au prompt. Donc, force que à chaque fois, il y a un utilisateur qui va utiliser des informations confidentielles qui sont bloquées par le SI, dont le ChatGPT for Enterprise, qui est payé par la boîte. Donc, personne ne va utiliser son ChatGPT personnel et donc tout le monde va passer par la version Enterprise. Et donc, ça ne va plus répandre. Et donc, il n'y aura plus de leaks, d'informations confidentielles, etc. Alors là, je rebondis là-dessus. En fait, le premier des trucs le plus important, évidemment, c'était une réponse plutôt côté SI, c'est la communication, l'acculturation et essayer de casser le Bring Your Own AI en proposant des solutions alternatives sécurisées pour ne pas que les utilisateurs ils aient au-delà du réflexe. Mais comme ils ont vraiment envie d'utiliser ce genre d'outils pour être plus performants, on peut toujours bloquer les IP, les machins, les bazars. Mais bon, tout le monde a un téléphone, on fait une passerelle. Enfin bon, bref, ça ne change rien. Donc, le meilleur moyen que les gens n'utilisent pas ce qu'on ne veut pas qu'ils soient sécurisés, c'est de proposer quelque chose d'alternatif et équivalent en termes fonctionnels, mais sécurisé. Donc ça, c'est, je pense, le premier truc que les entreprises doivent penser aujourd'hui, c'est casser la dynamique du Bring Your Own AI en proposant de l'alternative. OK. Wow. Alors, il y aura 3 questions maximum encore. Oh, après, on pourra. Les données vont partir, on ne sait pas où. Oui. Bon, ça dépend. Alors oui et non, ça s'est un peu calmé. Ça s'est un peu calmé. Et c'est quoi l'autre risque alors? Alors, les risques principaux, c'est, alors, premier, le risque d'image. Vous avez vu le truc, on peut faire dérailler le truc, c'est un peu un risque d'image. L'impact n'est pas forcément immense, mais ça peut avoir des impacts si le bot est lié à une vérité contractuelle. C'est important. Ensuite, on peut arriver à avoir accès à des données qui ne sont pas censées être du périmètre de l'utilisateur qui est en train d'utiliser le bot. Alors ça, par plusieurs niveaux, parce qu'il y a plusieurs cercles, là, on pourrait en discuter après, parce que ça va prendre pas mal de temps, mais il y a plusieurs cercles de sécurisation. Le modèle a un cercle de sécurisation, l'hébergeur, comme ce que vous venez de présenter, a un cercle de sécurisation. Le prompt qu'on fait a un cercle de sécurisation, c'est-à-dire qu'on va bloquer en expliquant que le bot, il ne doit pas faire ceci, cela. Et le SI, s'il y a des trous encore dans la raquette du SI, en fait, c'est une nouvelle porte où si le bot a accès va chercher des informations dans le SI, si il y a des trous dans les systèmes de droit, ou alors on n'a pas fait gaffe que justement le bot a un compte de service, ceci, cela, et qui va aller requêter et qui récupère de la data qui n'est pas dans son périmètre de droit normalement en tant qu'utilisateur courant, il va se retrouver avec de la data qu'il n'était pas du tout censé avoir en termes de disponibilité. Et puis après, il y a des prompt injection qui sont un petit peu malins pour aller récupérer des informations, des conversations d'à côté, des machins, bon bref. Voilà, donc en fait, il y a data leak, principalement, fuite de données,
problématique d'image et d'engagement contractuel, qui sont les deux gros trucs en termes d'usage dans une entreprise. Parce que, en fait, oui, là en fait, les vrais gros risques, les vrais gros risques, tout à fait, les vrais gros risques, c'est lorsqu'on laisse la main, lorsque l'utilisateur final, il a accès à une interface d'interaction. Voilà. Si vous avez un bot qui n'est pas, ou si vous avez un outil, plus c'est processé, plus c'est caché derrière le SI avec à tel endroit, quand je fais du clic-clic dans mon application, ça fait appel à une IA, mais en fait, l'utilisateur, il s'en rend même pas compte parce que lui, il se retrouve avec, par exemple, la banque, il se retrouve avec 3 propositions de mail. Il n'a aucune interaction possible donc avec le modèle en tant que tel. Donc en fait, il ne peut pas faire d'attaque ou il ne peut pas, de manière inopinée, tomber sur de la data qui ne lui correspond pas. Le risque est vraiment focalisé lorsqu'il y a une interface d'interaction avec un modèle. Voilà. C'est pour ça que je parle du chatbot. Et c'est encore pire quand le bot il est grand public, ouvert vers de l'extérieur. Quand c'est avec des agents, enfin quand c'est avec les salariés, il y a le risque quand même au niveau salarié de tomber, enfin des gens qui soient pareil, fuite de données. C'était pas dans mon périmètre, je me retrouve avec les datas des salaires de tout le monde parce que j'ai fait une requête et je suis tombé sur, ça a été parsé le truc, voilà. Mais c'est pas, c'est des cas qui sont pas nouveaux. Fuite de données, tout ça. Donc la question. Ça, Ouais. ça rejoint également, en fait, ma question, c'était sur la RGPD, comment être sûr que les données ne sont pas entraînées, ne servent pas à l'entraînement ensuite. Alors, ça c'est facile d'être certain que les données ne servent pas. Enfin, c'est facile. Il faut avoir confiance dans les contrats qu'on passe avec les sociétés qui nous fournissent les services. C'était le grand sujet au début d'OpenAI, côté OpenAI, ChatGPT en tant que tel. Maintenant, c'est réglé. Et en plus, comme ils veulent s'acheter une utilisabilité en entreprise, il y a ChatGPT for Enterprise qui a les mêmes niveaux de sécurité et d'engagement que ce que peut proposer Microsoft, Amazon, etc., qui fait son argent en prouvant au jour le jour qu'ils ne sont pas là pour récupérer les datas. Alors après, il y en a plus par-dessus, Google le font, enfin bon, bref. Mais en tout cas, c'est un peu leur fonds de commerce, entre guillemets. Donc, on peut être très facilement certain que les datas ne seront pas utilisées à des fins autres que le périmètre de l'usage de l'entreprise. Par contre, les RGPD, c'est beaucoup plus compliqué en tant que tel. Et un agent conversationnel, que ce soit GenAI ou pas GenAI, on ne maîtrise pas ce que dit un utilisateur à un agent conversationnel. C'est-à-dire que j'aurais pu très bien dire au bot de Bricorama, bonjour, je suis un tel, je m'appelle machin, je suis né à machin, j'ai mon numéro de carte bleue, c'est ça, ça, ça. À aucun moment, il m'a demandé ce genre d'infos. Mais le Bricorama ne mesure pas le fait que peut-être que dans une... Enfin, je ne sais pas s'il mesure. S'il y a des gens qui ont donné des données à caractère hyper privé, qui sont stockées du coup dans les logs des conversations, et qui sont de manière à l'issue de leur plein gré, entre guillemets, en tout cas à leur insu, stockés, alors qu'ils ne devraient absolument pas avoir ce genre de data. Donc ça veut dire que si on veut vraiment être propre, déjà il faut avoir des credentials sur un chatbot, avec la possibilité d'aller effacer l'intégralité des conversations, puisque par défaut, une conversation doit être considérée comme une data à caractère personnel, puisqu'on ne sait pas si. Et donc, avoir tout le système d'effacement, d'oubli, de machin, etc. Et puis, potentiellement, des espèces de trucs qui tournent pour vérifier des gros trous. Quelqu'un qui aurait mis sa carte bleue voilà, dans une conversation, alors qu'il faudrait faire ça. Bon, personne ne le fait. Hein. Je connais aucun bot en prod. Non, non, si, on sait le faire. Mais on part du principe que l'utilisateur a un usage éclairé non déviant par rapport à l'objectif qui est donné par la solution. Et donc, on ne donne pas de données privées aux bots qui te donnent des conseils de décoration. Voilà. Ok, Jean-Paul. La toute dernière question en ligne qui vient d'Elix, je ne sais pas son prénom exact, qui nous écrit: j'entends souvent qu'avec le coût des generative AI, ce ne sera pas forcément plus rentable de remplacer par un GenAI des main-d'œuvre qui ne sont pas chères. Ce sera plutôt les postes ou talents plus avancés, genre les cadres ingénieurs, qui sont menacés. Qu'en pensez-vous?
J'en pense que c'est un super raccourci, mais que c'est pas complètement faux. C'est pour ça que j'insistais sur le ROI au début. Le truc typique, hein, c'est je vais mettre un chatbot sur ma FAQ, sur mon site. Parce que comme ça, la FAQ, la personne qui l'utilise, c'est super compliqué. Et puis c'est vrai pour l'utilisateur, les user experience, c'est pas terrible. Voilà. Et donc je vais mettre un bot avec un LLM qui va aller répondre aux questions du périmètre de la FAQ. Première question. Vous avez combien de hits et vous avez combien de personnes et potentiellement qui utilisent votre site? Combien de personnes va utiliser la FAQ? Et combien, du coup, vous pensez que votre FAQ vous coûte aujourd'hui? Bah, elle vous coûte 0. Ouais, c'est facile. Bah, si vous mettez un bot dont le but est juste d'aller répondre à de la FAQ qui coûte 0 aujourd'hui, mais qui n'est pas très pratique d'usage, il faut vraiment mesurer parce que là, elle va plus vous coûter 0 votre FAQ. Elle va vous coûter cher. Elle va vous coûter plein d'appels, puis elle va vous coûter pas mal de carbone aussi, puis il va vous coûter. Puis en plus, vous allez faire des contre-mesures pour pas que le bot il raconte des conneries. Donc il va encore coûter plus d'argent, etc., etc. Donc le ROI il est vraiment super important dans les usages. Oui, ça va mécaniquement, comme toutes les technologies, remplacer. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que du fait de tout ce qu'on a vu en termes de vérité, de problématiques, etc., on est vraiment plus dans une efficacité quand on est dans le complément. Et c'est là où Microsoft, d'un point de vue marketing sémantique, a été très fort, parce qu'ils se sont appropriés le terme de copilote. Copilote, c'est vraiment ça. Les IA génératives vont devenir, et là, je pense qu'on ne peut pas faire grand-chose, ça va être massif, vont devenir nos copilotes, avec tous les impacts que ça peut avoir. Hein. Pour en discuter après en one-to-one, parce qu'il y a des gros impacts à avoir un copilote, parce qu'aujourd'hui, et là, tu vois, c'est le genre de truc, en fait, tu dis que tu ne vas pas le dire, puis finalement, tu le dis. Mais c'est important que tout le monde l'ait en tête. C'est un gros sujet de réflexion, je n'ai pas de solution. Mais aujourd'hui, comment on fait pour faire grandir des juniors? On leur distribue du travail que le senior, il ne fait pas lui-même. D'ailleurs, un sachant a du mal à déléguer. Ah, j'aurais mieux fait de le faire par moi-même. Hein. Ah, c'est encore machin. Ah, le truc il est pourri. Machin. Mais c'est comme ça que les jeunes ils grandissent. C'est comme ça qu'on devient lead tech. C'est comme ça qu'on devient plus grand. C'est en faisant des petites tâches pour apprendre de quelqu'un qui nous a distribué du travail. On a vu finalement Daniel Guichard, si on n'y connaît rien, on se fait avoir. Un expert ne se fait pas avoir. Donc un expert, il sera beaucoup plus efficace avec ce genre d'outils parce que lui, il saura challenger le résultat. Il saura si la proposition du plan de com avec le machin sur 15 jours de Twitter. C'est-à-dire que moi, si je demande un plan de com sur un lancement de produit machin à ChatGPT, il va m'en donner un. Mais j'ai aucune compétence pour savoir si c'est l'intelligence qui me dit s'il faut plutôt le mettre le mardi, le mercredi, parce que je ne connais rien. Donc je vais le faire, puis ça sera peut-être pas bon. Quelqu'un qui s'occupe du marketing, lui, il va gagner beaucoup de temps avec ça, et en plus, il sera beaucoup plus efficace. Sauf qu'il ne donne plus aux juniors. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans 10 ans quand tous les experts auront eu un copilote et qu'on aura pendant 10 ans pu générer de futurs experts? J'ai pas la réponse, c'est un vrai sujet, ça m'anime presque tous les jours dans le monde du code. C'est pareil, un lead tech qui sait bien coder, il est incroyablement efficace avec des outils de coding. C'est parce qu'il sait où il va, parce qu'il sait faire la conception, parce qu'il sait exactement comment imbriquer. Et en fait, il ne fait plus, donc il gagne du temps à ne pas faire, et il gagne du temps en plus à donner à ce copilote quelqu'un qui ne fera pas de faute d'implémentation, pas de faute d'orthographe, entre guillemets, de faute de grammaire de code, etc. Alors que le junior, en fait, il faut reprendre son truc, etc. Mais c'est super important de travailler comme ça. Voilà, je vous laisse avec ça. OK. Une prochaine conférence, peut-être.